Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, cela fait bientôt 20 ans que le manuel de survie de l'enseignant accompagne des professeurs dans l'exercice de leur métier. La 7e édition vient de sortir. Qu'est-ce qui a changé dans les salles de classe? Comment se préparer à l'avenir? On en parle avec l'auteur de ce manuel, François Muller, et l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité dans les kiosques aujourd'hui avec cette une du magazine Cosinus consacrée à Alan Turing. On retrouve Alan Turing dans les programmes de techno, d'informatique, mais aussi, vous le verrez, dans ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, une récré effusive et explosive autour d'une grande passion des enfants, les volcans. Et puis rendez-vous enfin avec Célie Luton, notre chroniqueuse et libraire, pour ses conseils de lecture toujours avisés pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Et de 7, cela fait bientôt 20 ans que le manuel de survie des enseignants, de l'enseignant d'ailleurs, même débutant, c'est écrit en petit là, même débutant, entre parenthèses. Ça fait donc 20 ans que ce manuel accompagne des professeurs au quotidien et la 7e édition vient de sortir. C'est toujours aux éditions de l'Étudiant. 600 pages, il y en avait 400 au début, je vous signale, mais regardez, quand même très impressionnant, je feuillette. 600 pages que l'on peut feuilleter un peu plus sérieusement que je viens de le faire, chapitre par chapitre, qu'on peut évidemment lire de la première à la dernière page, ou encore qu'on peut parcourir en fonction des résultats aux différents autotests qui sont proposés par l'auteur. L'auteur, c'est François Muller, qui est enseignant. François, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. On va parler des enseignants, mais aussi de l'enseignement, puisqu'on sait, il n'y a pas que des professeurs qui nous regardent, il y a aussi beaucoup de parents. Cette 7e édition, c'est un petit peu celle du monde d'après. Et donc celle de l'école d'après qui nous avait été annoncée pendant la pandémie. Qu'est-ce qui a changé à l'école depuis 2 ans? Ça reste une question. C'est le monde d'après. Ça reste une question, c'est-à-dire que beaucoup de choses changent. Et quand ça change, qu'est-ce qui change? Souvent, les changements sont à bas bruit. Vous êtes tout à fait à même de ne pas savoir ou pas percevoir le changement, pourtant il est là. Et la question, et donc c'est pour ça que le travail a été plus long, plus documenté, c'est de voir que ici et là, on a les signes du changement. Les signaux faibles. Les signaux faibles, mais qui montrent que les mouvements sont importants. Et c'est un peu comme les mouvements telluriques. On peut percevoir que rien ne se passe, et pourtant on sait à un moment donné que la Californie va disparaître. Et que c'est plutôt ça la réalité. Et donc c'est ça les tendances. L'introduction montre bien les 10 grandes tendances qui, depuis une vingtaine d'années, essayent de... Et qui travaillent les salles de classe. Travaillent les salles de classe, mais pas que les salles de classe. C'est précisément aussi les établissements, les écoles. Et donc on voit bien que la classe est très reliée aux écoles. Si on prend un des aspects qui a été fortement... mis en lumière au moment justement du confinement, déconfinement, c'est ce crash test grandeur nature pour le numérique à l'école. Quel bilan vous en tirez-vous? C'est un sujet dont vous êtes emparé il y a extrêmement longtemps. De très longtemps, et comme tu l'as dit, le crash test, ça a été impressionnant et très inédit. Jamais dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de notre France, ou l'histoire un peu de notre civilisation occidentale, on avait arrêté l'école. Jamais. Même les guerres mondiales n'ont pas arrêté l'école, surtout pas. Et il a fallu vraiment cette expérience très inédite, très étonnante, pour voir comment des enseignants et des établissements et l'institution s'est retournée. Et ça a été très étonnant, c'est-à-dire de voir finalement que très vite, beaucoup, bien des enseignants ont pu très vite modifier, se réadapter, et finalement presque en l'espace de 2 jours, on voyait le contact se refaire, alors que des institutions, des établissements, des rectorats, voire des organismes qui étaient théoriquement dédiés au numérique, avaient du mal à réagir. Et donc l'école a bien réagi. L'école, les personnels, la qualité professionnelle des personnels a bien réagi. Et on voit bien que ce qui fonde la valeur de l'école, c'est bien souvent la professionnalité, l'expertise, l'engagement, souvent ou peu reconnu des enseignants, là où on a une institution qui reste encore très pyramidale, très, on va dire, avec des dimensions bureaucratiques qui sont assez importantes. Qui font souffrir les enseignants.
souffrir d'abord bureaucratique et qui fait qu'elle est de toute façon plus lente. Oui, c'est ça. De toute façon plus lente. Et donc on voit bien que le numérique a été intéressant parce qu'il était beaucoup plus rapide. On voyait des instituts de professeurs des écoles de maternelle avoir inventé des choses très inédites. Elles s'imaginaient même pas faire ça 3 jours avant sur l'histoire de faire de la vidéo pour des élèves qui ne peuvent pas lire et écrire. Oui, il y en a même qui ont incroyable. inventé. Et d'autres qui ont inventé. Et donc, qui ont inventé des récrés, même pendant des récrés en ligne, pendant le Et si le confinement. l'institution l'avait demandé, ça aurait peut-être été plus compliqué. ça n'aurait pas été fait. C'est ça, parce qu'il y a une dimension, il y a un ADN profond chez la culture enseignante, c'est le travail autour de la fabrication. L'enseignant est un artisan, il peut être ingénieur. Il doit mettre la main à la pâte sur ses outils, sur ce qu'il a de ses élèves, ce qu'il connaît de ses élèves. L'expert de sa classe, c'est lui. Et donc, quelqu'un qui vient de l'extérieur, quelqu'un ou quelque chose qui vient de l'extérieur en disant il faut faire ça, il sera reçu. Il sera moins bien reçu. Aimablement, mais il sera reçu. Voilà. Dernière question avant qu'on passe à l'anti-sèche. Dans les grandes nouveautés, il y a une réinvention, vous en parlez, du lien avec les familles. Qu'est-ce qui en est resté depuis ? Parce que sur ce plateau, se sont succédés différents intervenants depuis un an qui ont des propos non pas divergents, mais pas forcément les mêmes là-dessus. Vous le ressentez comment ? C'est le propre de la transformation, qu'on dit la transformation à bas bruit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des avis extrêmement contradictoires, et on va dire c'est la période, et en même temps, on a des choses qui sont là, qui sont déjà là. Et donc, ce qui a beaucoup changé, par exemple, dans le confinement et le post-confinement, c'est que désormais, beaucoup plus de collègues, d'enseignants, écrivent à leurs élèves et écrivent aux parents. Et là, ça, c'est resté quand même. C'est resté. Et quel meilleur moyen d'avoir un lien interpersonnel et personnalisé, là où on demandait finalement la différenciation, eh bien, le fait d'écrire, tout simplement, écrire un mail. Alors qu'il y a quelques années encore, la seule idée de donner son mail perso ou a fortiori son 06, c'était pas possible. Et le 06 surtout pas. On en parle. Et là, on le voit. Les choses ont bougé. Voilà. Le manuel de survie indispensable à l'usage de l'enseignant, même débutant, François Muller. On se retrouve, si vous voulez bien, François, juste après l'anti-sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Une anti-sèche consacrée aujourd'hui à celui qu'on appelle le père de l'informatique moderne, Alan Turing, car le magazine Cosinus, lui, consacre son dossier du mois. Dossier passionnant sur ce scientifique britannique, parfois encore méconnu du grand public. Pourtant, on lui doit notamment d'avoir déchiffré la machine nazie Enigma et même d'avoir posé les bases de l'intelligence artificielle. Alors, il naît en 1912, en banlieue londonienne, où il reçoit une éducation stricte. Et très tôt, ses professeurs lui découvrent des capacités hors du commun, surtout dans les matières scientifique. Alan Turing, il est particulièrement doué en maths et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est déjà résoudre des énigmes et jouer avec les chiffres. La littérature, les arts, c'est pas vraiment son truc et ça lui joue quelques mauvais tours d'ailleurs dans sa scolarité parce qu'il lui arrive d'échouer à des examens tant il n'arrive pas à s'intéresser aux matières littéraires. Bon, tout ça ne l'empêche pas d'aller à Cambridge, la prestigieuse université, et d'intégrer le non moins prestigieux King's College de Cambridge, et évidemment pour étudier les mathématiques. Absolument. D'où, cette fois-ci, il sort bien diplômé et il est très vite nommé enseignant-chercheur. Et c'est là qu'en 1936, il développe pour la première fois l'idée de la machine de Turing. Alors, qu'est-ce que c'est que la machine de Turing ? Déjà, c'est pas vraiment une machine, mais c'est plutôt un concept parfaitement expliqué dans Cosinus. Donc, je vais lire ce qu'ils ont écrit. Imaginez un ruban infini constitué de cases qui contiennent des symboles. Un système mécanique permet de lire chaque case, d'y écrire, de se déplacer d'une case vers la droite ou vers la gauche. En donnant une série d'instructions à la machine, on peut ainsi effectuer une série d'actions. C'est les algorithmes, quoi. Voilà, c'est les algorithmes, l'ordinateur. Et aujourd'hui, ça paraît évident, mais à l'époque, dans les années 30, c'était une immense avancée. Les années passent, on est à l'aube maintenant de la Seconde Guerre mondiale, et malgré lui, finalement, Alan Turing va jouer un rôle absolument déterminant dans le conflit. Et oui, parce que les autorités britanniques remarquent ce jeune scientifique brillantissime, et ils l'embauchent au siège des communications gouvernementales. Tout l'enjeu pendant la Seconde Guerre mondiale sera celui-ci, maîtriser les communications et surtout déchiffrer les messages ennemis. Avec un défi véritable qui est d'essayer de déchiffrer cette machine allemande Enigma. Utilisée par les Allemands pour envoyer des messages censés être indéchiffrables et envoyés de manière totalement sécurisée. Alors c'est un système qui est très compliqué, qui initialement fonctionne comme un système de codage classique, c'est-à-dire qu'on peut remplacer une lettre par une autre. Comme ça a l'air facile. Jusque-là, on sait faire. Ouais. Sauf que ce qui complique la tâche, c'est que les Allemands développent tout un système avec des rotors et des câbles électriques. Et résultat, il y a 17 576 alphabets possibles et donc des milliards
de clés possibles, totalement impossible à déchiffrer comme ça. Et c'est là qu'Alan Turing met en place un système de bombes électromécaniques qui vont chaque jour tester des milliers de combinaisons possibles. Enfin, chaque seconde, des milliers de combinaisons. Chaque seconde. Regardez à quoi ça ressemble. Ce sont d'immenses machines. Alors, Alan Turing est de plus en plus près du but et réussit finalement à décrypter des messages. Et c'est une victoire immense, car grâce à cela, les Alliés vont pouvoir contrecarrer les offensives allemandes. Certains historiens et scientifiques estiment que sans l'apport de Turing, la guerre aurait pu durer beaucoup plus longtemps, 1 à 2 ans de plus. Après-guerre, Turing va continuer ses recherches. Et grâce à elle est mis au point le premier prototype d'ordinateur. Alors rien à voir avec ceux que nous connaissons aujourd'hui, bien sûr. Le premier ordinateur aurait pris immense. Voilà, plus que ce studio. C'est l'ENIAC en France. Absolument. Mais plus encore que l'ordinateur, il se pose la question de savoir si une machine peut penser. Il écrit « D'ici 50 ans, il n'y aura plus moyen de distinguer les réponses données par un homme ou un ordinateur, et ce sur n'importe quel sujet ». Ça fait un petit peu quand même penser à ChatGPT maintenant aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle, on s'en rapproche de plus en plus. Et peut-être même qu'on entre dans une nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle. Un mot quand même, un dernier sur la mort de Turing, mort tragique. Absolument. Turing était homosexuel et à la suite d'un cambriolage en 1952, il est obligé de révéler cette homosexualité. Et dans une Angleterre, ça ne passe pas. Ça passe pas. Dans une Angleterre ultra conservatrice, les autorités s'en prennent à lui. Il est inculpé pour indécence manifeste et perversion sexuelle. Et pour éviter la prison, il est obligé de subir une castration chimique. 2 ans plus tard, il se suicide. Et la reine Elisabeth II le gracie à titre posthume en 2013 seulement et le proclame héros de guerre. Et c'était au moment où, après le film dont on a vu d'ailleurs une image, Imitation Game, avec Benedict Cumberbatch. Voilà. Il s'est suicidé en mangeant une pomme. Avec du seigneur dedans. Ouais. Et certains prétendent que Apple... Que c'est le symbole de la pomme. Ouais, que Steve Jobs a choisi la pomme. Et je savais pas. On en apprend des trucs de culture. François Ça fait partie des hypothèses, on n'est pas sûr. Des hypothèses, ça fait partie... chacun a son propre mythe. Et donc, on disait que Rome était fondée d'après la Grèce. Eh bien, Apple est fondée d'après Turing. Voilà. Libre à... On se retrouve pour la récré ? Je crois. Et on retrouve François dans quelques secondes. Grand oral. François comme François Muller, invité du Grand Oral de la Quotidienne pour le manuel de survie de l'enseignant dont la 7e édition vient de sortir. Un manuel qui existe depuis 20 ans, je l'ai déjà dit. Et depuis 20 ans, les réformes se succèdent. Quelles sont celles qui ont eu le plus d'impact ? C'est une question difficile. Oui. Il y a un proverbe qui dit en France, l'école fait des réformes et la médecine fait des progrès. Donc c'est une réponse à votre question. Pas très agréable pour l'école. Non, c'est que... Alors, je vais la formuler autrement. Cette édition, oui. Qu'est-ce qui vous a donné le plus de fil à retordre ? C'est-à-dire là, il y a 600 pages, il y en avait 400 à la première édition. Ou est-ce que vous avez été obligé de rajouter des pages parce que ça ne fonctionnait pas ? C'est pas que ça ne fonctionnait pas, c'est qu'il y a eu une sorte d'upgrade progressif. Et donc, j'ai évoqué cette question de la transformation progressive. Et donc, on ne lit pas... C'est pas par un coup de réforme. La réforme, c'est le moyen politique et institutionnel, finalement, d'essayer de changer des choses à la fois dans une toute bonne foi et avec des options qui peuvent être politiques ou idéologiques, mais qui sont pas très différentes les unes des autres d'une certaine manière, mais c'est le temps du politique. Il y a le temps de la classe. Le temps de la classe, il faut élargir beaucoup plus que ça. Le temps de la formation, Quand vous formez un citoyen, ce que l'école est amenée à faire, quand vous formez un citoyen, c'est 15-20 ans. Et le problème de la France, c'est pour ça que l'exergue que je vous ai passé n'est pas dur, mais il est réel. On voit des enseignants qui vont voir passer des trains de réforme, pas beaucoup, mais de façon assez régulière, sans que finalement rien significativement ne bouge. Donc d'une certaine manière... Donc c'est plus Visconti qu'autre chose. C'est pour que tout change, il faut que rien ne change. Voilà, on a les références. Ouais. Tout change pour que rien ne change. Et donc d'une certaine manière, si on regarde du point de vue sociologique, du point de vue macro, quand on répète régulièrement une chose, ça veut dire que cette chose, on n'a pas la prise suffisamment sur ces choses-là. Et donc la question qui est posée derrière les politiques, c'est une vraie question, pas sans réponse, mais on essaye, mais on voit bien que c'est difficile, c'est comment on fait évoluer significativement l'école et les progrès des élèves. Par à-coup, en fait. Et donc, les questions d'à-coup, de politique d'à-coup ou d'aller-retour ne peuvent pas fonctionner, c'est même contre-productif. Parce qu'on a affaire sur le terrain
a des réalités qui sont indépassables. Il y a des élèves, il y a des enseignants. Et donc, il y a quelque chose qui, dans l'identité enseignante et j'ai parlé d'ADN, est extrêmement fort. L'enseignant est quand même formé maintenant plutôt à Bac+5. C'est plus quelqu'un qui sortait d'une troisième et à qui on demandait d'appliquer quelque chose. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre. On le reconnaît, les médecins le savent bien. Les médecins savent très bien que les enseignants, ce sont les patients les plus embêtants du monde parce qu'ils posent toujours des questions. Ils n'arrivent pas à dire mais avec pourquoi les journalistes, c'est comme ça, etc. Et donc l'enseignant a besoin de comprendre, a besoin d'avoir de l'intelligence du sens. Et donc s'il n'arrive pas, c'est une histoire collective. Nous sommes quand même 13 millions d'élèves, 1 million d'enseignants. S'il n'arrive pas à comprendre d'où ça vient, pourquoi ça vient et pourquoi ça l'intéresse lui, eh bien vous aurez un dos rond et finalement la prochaine réforme. Donc voilà. François, est-ce que la difficulté à intéresser les élèves, à les faire rentrer dans les apprentissages, est plus importante aujourd'hui qu'il y a 20 ans quand vous avez publié la première édition de ce manuel? Elle serait... C'est pas la difficulté qui est plus importante, c'est le fait de distinguer, enfin de sérier les difficultés, c'est-à-dire de prendre conscience que les difficultés existent de plus en plus, qu'elles sont de nature beaucoup plus diverses qu'on le pensait, et que surtout maintenant on est amené à traiter beaucoup plus qu'avant, à inclure ces difficultés dans la question de l'apprentissage pour tout le monde. Donc ça veut dire travailler sur l'inclusion, travailler sur l'identification des difficultés. Quand on a des questions autour de la difficulté d'exécuter, de la difficulté d'écrire, de la difficulté de parler, etc., ça demande des traitements qui sont très différenciés, comme un médecin se retrouve face à des patients avec des symptômes qui sont égaux, mais pourtant les patients sont différents. Donc il y a un énorme travail qui est et qui est lancé. plus important qu'avant. Ce qui est plus important, c'est finalement, on va dire, l'expertise que les enseignants, qu'on demande aux enseignants et qui est maintenant fournie aux enseignants. On peut parler, par exemple, de cette tendance qui est assez récente quand même sur les questions des neurosciences, par exemple, où c'est assez récent. On parle de 2008. C'est un peu comme YouTube. YouTube, c'est 2004. Et Facebook, c'est les mêmes années. Et donc, les neurosciences commencent à délivrer, pas des messages, mais à délivrer des éléments de connaissance. Et petit à petit, ça commence à rentrer. Qui fait que des enseignants peuvent se l'approprier en disant mais finalement les difficultés d'attention, les difficultés d'apprentissage sont pas liées au fait qu'il ne veut pas ou les parents ou la mère est méchante à la maison, mais il y a plein de phénomènes qui rentrent en ligne de compte, notamment dans le cerveau. C'est cette expertise-là qu'on demande. Et on vous a conseillé cette semaine plusieurs ouvrages à ce propos dans la quotidienne. On vous en conseille un autre, ce manuel de survie indispensable à l'usage de l'enseignant, même débutant. François Muller, on se retrouve juste après la récré. C'est indispensable, la récré. Toujours. Respirer. Et Maguessel. Respirer. Emma, dans l'heure de la récré aujourd'hui, en plus, il ne le sait pas François, mais on va respirer un grand coup parce qu'on part en Islande pour une expérience tout à fait unique autour d'un thème que les enfants adorent, les volcans. Mais oui, je vous emmène au lava chaud. Lava comme la lave. Spectacle, absolument. Le spectacle de lave, ça existe depuis 2018 en Islande, dans la petite ville de Vík. Et depuis novembre dernier, c'est à Reykjavik, dans la capitale, qu'on peut également voir ce spectacle. Et donc on voit de la vraie lave. Alors, c'est pas exactement comme de la vraie lave, car il n'y a pas de rejet de gaz toxique. C'est quand même mieux. Oui, parce que pour ce qui est de respirer, mais il vaut mieux éviter. Voilà, ça c'est pas dangereux. Ça c'est des images que vous montrez. Ah d'accord. Ah oui, ça ressemble. Voilà, non, mais parce que vous allez voir, c'est quand même de la roche volcanique. Je vais vous expliquer. Donc en fait, les visiteurs découvrent comment elle s'écoule dans une sorte de toboggan en acier. Et en fait, il y a tout sinon, à part ce qui est dangereux, mais sinon ça crépite, on sent l'odeur et surtout la chaleur. Et l'animateur qui présente la lave la remue avec une barre de métal pour que le public puisse voir la consistance. Mais donc c'est quoi? C'est du chamallow? En fait, on a pu récupérer du téphra, qui est de la roche volcanique projetée dans l'air lors d'une éruption. Et en Islande, il y a une éruption volcanique tous les 5 ans en moyenne. Donc voilà, on a récupéré de la roche volcanique sous forme solide. Ensuite, directement sur le lieu de ce lava chaud, le téphra est chauffé à 1100 degrés dans un fourneau. 1100 degrés, c'est la température à laquelle cette roche volcanique devient liquide et se transforme donc en lave. Et le spectacle a l'air impressionnant. Enfin, vous avez vu les images. C'est génial, c'est formidable. C'est fou. On vit le truc, quoi. Et pour les enfants, c'est génial parce que les volcans, c'est quand même un grand classique. Bah ouais. Donc si on passe par Reykjavik. Voilà, il faut passer par Reykjavik. Ce qui arrive rarement totalement par hasard. Voilà. Mais bon. si vous y passez, activité très sympa à faire avec vos enfants. Génial, belle récré. Merci beaucoup, Emma. Merci. Grand oral, François Muller. On
on croise quelques figures mythiques dans ce manuel de François Muller, dont celle de Janusz Korczak, qui est citée par André de Peretti. Je vais la citer, elle est un peu longue, mais vous allez voir, elle est très belle. Vous dites « C'est fatigant de fréquenter les enfants ». Vous avez raison. Vous ajoutez « Parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit ». Là, vous avez tort. Ce n'est pas ce qui fatigue le plus, c'est plutôt le fait d'être obligé de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de s'étirer, de s'allonger, de se hisser sur la pointe des pieds pour ne pas les blesser. Je trouve que c'est une des plus belles citations de votre livre. Pardon, il y a des très belles citations de vous aussi. Mais... Donc elle n'est pas de moi. Non, c'est pas ce que je voulais dire, vous le savez bien, François. Il faut connaître ses anciens et surtout faire ses gammes. Et donc, on n'a pas à inventer tout. Quand on prend un métier, il faut au contraire s'inscrire dans une gamme et des références qui sont prestigieuses. Je prends l'exemple de Picasso. Picasso est devenu un génie, sans doute. Il l'était sans doute. Mais depuis 9 ans, il n'a passé son temps que à copier ses maîtres, que à travailler sur l'inventaire exhaustif de tout ce qui a été peint. Et donc, il est capable d'avoir son propre style s'il connaît bien son genre. Ouais. Et donc c'est exactement la même chose pour les enseignants. Il faut bien connaître son genre d'abord et dans quoi on travaille. Quelles sont les grandes questions qui animent le métier? Où est-ce que c'est travaillé? Comment je me réseaute? Comment je me branche aux autres communautés, ici et ailleurs, pour trouver, moi, mon propre style. Je ne peux pas inventer sans travailler sur l'inventaire. Bon, mais vous êtes quand même plutôt pour un style à la Korczak que pour un style... vertical autoritaire à la baguette, vous, quand même, c'est ce que ça raconte. Au fouet, plutôt. Au fouet, oui, au Knut. Spécialité Gessel-Davidenkoff, le Knut, ça vient de chez nous. Ça existe par ailleurs, et donc c'est intéressant de voir que c'est un débat dans l'éducation au niveau mondial, de savoir s'il faut du transmissif pur et dur, s'il faut de la coercition. Il y a eu des débats en Angleterre, on s'est posé la question s'il ne faut pas réintroduire du châtiment corporel, par exemple. Et donc, on voit bien que derrière figurent des théories, des visions de comment on apprend. Et c'est pour ça que... c'est plutôt comment on dresse quand on commence à taper dessus. Mais le dressage est une façon d'apprendre. C'est assez efficace, d'ailleurs. Absolument. Pavlov, on voit très bien. Ça marche bien. Tu dresses, tu tapes, on comprend. Ouais. Et donc, c'est même plus facile, d'une certaine façon. C'est plus facile. Alors maintenant, est-ce qu'on a compris? Est-ce que ça change quelque chose dans la perception du monde? Pas sûr. On va se soumettre, oui. Comprendre, moins. Et donc, on n'en fait pas des citoyens comme ça. Et donc, on voit bien que les façons d'enseigner, les façons de concevoir l'apprentissage conditionnent une société. C'est-à-dire que l'école fait société comme la société fait école. Il y a une porosité qui est extrêmement importante. Ouais. C'est ce qui est en jeu en ce moment. Finalement, ce qui trouble beaucoup d'enseignants en ce moment, c'est que le projet finalement sociétal est derrière le projet politique avec un grand P, enfin quelque chose qui n'est pas partisan, et quelque chose qui est assez troublé et qui fait que les enseignants s'y retrouvent moins en ce moment. C'est le langage, oui, les éléments de langage, les valeurs qui sont portées sont troublés dans ce qu'on vit en ce moment. Parce que répondre à la question quelle société voulons-nous, c'est répondre à la question quelle école voulons-nous et réciproquement. C'est le miroir et la matrice. L'école, dites-vous, a moins besoin de réformes que de voir réassurer une confiance dans les personnels enseignants. Concrètement, qu'est-ce qui permet cette réassurance? Ça se joue comment? Il ne suffit pas de dire aux enseignants, ça tous les ministres le font, hein. Je vous aime, je vous fais confiance. Oui, mais c'est bien de mettre les mots et la réalité en harmonie. C'est-à-dire, c'est très facile. Moi aussi, je suis pour la paix dans le monde, si vous voulez. Donc, je suis pour les mots. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait, voilà. Dis-moi comment tu fais, je te dirai qui tu es. Ouais. Et donc, il y a... C'est-à-dire que c'est les pratiques au sein du ministère, les pratiques hiérarchiques, etc., ne font pas confiance. Il peut y avoir une grande discordance. Et ce n'est pas à l'intérieur forcément du ministère. Le ministère, c'est très grand. C'est une structure bureaucratique qui est importante. C'est une institution, au sens qu'elle institue. Elle cadre, elle permet le travail. C'est 13 millions d'élèves. C'est 1 million d'enseignants. Ouais. C'est des chefs d'établissement. C'est des inspecteurs. Et donc, c'est dans tous ces petits rouages. Et on voit que dans cette machine où finalement chacun sérieusement fait bien son métier, un des problèmes, c'est le couplage. Et donc, dans une machine de Turing. C'est pour ça que c'est lié. Dans une machine aussi complexe que cela, les couplages ou les mauvais couplages, les couplages trop lâches, produisent un certain nombre d'effets. Il y a une entropie quasiment physique dans ce type institutionnel qui montre que dans des endroits et dans beaucoup d'endroits qui nous reviennent du terrain, il y a des dysfonctionnements qui sont importants. On les connaît, les analyses sont faites par les inspections générales, par le rapport de la Cour des comptes. Il suffit de lire le rapport de la Cour des comptes sur les dysfonctionnements de la machine pour voir
Et c'est ça qui pose problème. Et c'est ça qui pose problème. Alors, si vous avez envie, en part, si vous êtes concerné, si vous êtes enseignant, évidemment, si vous, vous savez, je vous donne un truc, même si vous ne l'êtes pas, le bouquin, il est passionnant. Effectivement, il fait quand même 600 pages. Manuel de survie indispensable à l'usage de l'enseignant, entre parenthèses, même débutant. 7e édition, c'est aux éditions L'Étudiant Pratique. Emma, merci beaucoup. François, on va aller visiter la librairie maintenant. On est comme tous les vendredis, celle de Célie. Célie Luton, les conseils de lecture pour les enfants et les ados. La librairie. Et comme tous les vendredis, on pousse les portes de la librairie de Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Libraire dans la vraie vie, chroniqueuse dans la quotidienne de School TV. Exactement. Une très belle sélection d'ouvrages. Un fil rouge aujourd'hui ? Exactement, j'avais envie que, à travers des livres pour la jeunesse, nous découvrions 3 personnages très importants dans le monde de l'art, peu importe l'art. Et on commence avec la peinture, mais pas n'importe quelle peinture. On est au Japon. On le nomme le maître des estampes, excusez-moi. C'est aussi l'inventeur du manga. Il s'appelle, si je vous dis Katsushika, ça vous parle pas ? Je vous réponds au Kusai, mais c'est parce que j'ai révisé avant. Et voilà. Vous savez, c'est l'auteur de cette fabuleuse vague extraordinaire qu'on trouve dans plein de chambres. Dans les chambres, sur les tote bags, partout, mais c'est magnifique, c'est d'une douceur. Et alors, lui consacre un roman absolument magnifique et des dessins extraordinaires. Le vieux fou de dessin, c'est François Place, un immense artiste. C'est chez Gallimard Jeunesse. Ouais. Voilà, avec un grand illustrateur, il fallait un auteur et un illustrateur de renom, François Place, qui est quand même un des seuls illustrateurs français à avoir gagné le prix de la Foire de Bologne. Que c'est assez sympathique. C'est un peu le Nobel de la littérature, du dessin, de l'illustration jeunesse. C'est là où se décident tous les droits internationaux, notamment la traduction d'un roman à peine connu, Harry Potter. Ça, c'était assez sympa. Et donc là, nous avons un personnage fictif qui s'appelle Tojiro, qui va être intrigué par Okusai et qui va le suivre. Et c'est incroyable. On tombe dedans. Je vous ai choisi la version illustrée, puisque ça existe aussi en livre de poche. Mais là, avec les je crois que ça vaut vraiment la peine d'investir dans la version beau livre. Oui. Des très beaux textes, la plume, le dessin de François Place, qui est toujours effroyablement sensible. C'est à partir de quel âge ? Alors justement, d'habitude, je le conseille à partir de 8 ans pour la lecture. Et ces derniers temps, je le conseille pour beaucoup plus jeunes, à partir de 5-6 ans, puisque les enfants, avec un adulte qui prend le temps de lire un chapitre par soir, ça passe tout seul et on adore, on apprend, c'est beau. Et autant vous dire que les parents ou les grands-parents qui le lisent aux enfants, ils prennent également un immense plaisir. Oui. Deuxième célébrité, on change, on passe de la peinture à la musique. Exactement, nous sommes... Vous allez le reconnaître, de toute façon, même si je cache le titre. Alors moi, je me suis fait avoir. Ah, c'est vrai ? Oui. Vous avez cru que c'était qui ? Harry Potter. Ah ouais, je comprends, il y a un petit côté effectivement. Mais c'est John Lennon en vrai. Nous sommes en 1950, nous sommes à Liverpool, l'histoire d'un jeune homme de 11 ans. Il se cherche, il aime beaucoup de choses, il aime le dessin, il aime la poésie, il aime la musique. Il va grandir, il va mûrir et il va devenir l'un des musiciens les plus célèbres du XXe siècle. Et oui, c'est chez Flammarion Jeunesse, le roman est signé Emmanuel Bourdier. Et on l'a pas dit, John Lennon. Quand même. On n'a pas dit que c'était Lennon. On n'a pas dit John Lennon, je crois, mais c'est tellement évident. Il y a une anecdote sur Lennon et sur les Beatles de Ken Robinson, qui est décédé aujourd'hui, qui a fait une conférence extraordinaire sur l'éducation, qui a été vue des dizaines et des dizaines de millions de fois, et qui disait que plusieurs des Beatles avaient eu le même prof de musique à Liverpool, et qu'il les a tous trouvés absolument nuls. Donc en fait, il avait les Beatles, il a eu la moitié, je crois qu'il en a eu 2, il a eu la moitié des Beatles dans sa classe, il leur a tous dit arrêtez la musique, vous ferez jamais rien. Voilà. Non, mais de toute façon, les critiques, on la prend et on la rebalance. Voilà. C'est pour ça. Non, faut pas écouter. Donc très beau roman. John, à partir de quel âge ? À partir de la 6e. La 6e, parce que je ne suis pas sûre que le personnage parle à tous les enfants avant, si on n'en a pas entendu parler dans notre cercle plus intime. On termine avec le dramaturge. S'il devait y en avoir qu'un, non, c'est faux, il y aurait Racine et Corneille, mais Molière. Oui, voilà. Il y en a un qui nous marque tous quand même. Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Donc, Le bourgeois gentilhomme, c'est un album, pareil, pour les plus grands cette fois-ci, illustré par Nathalie Novi. Donc, une superbe comédie-ballet, musique. Là encore, une immense signature. C'est comme François Place, Nathalie Novi. Hop, je vous en montre. Exactement. Voilà. Incroyable. Quand même une douceur, une poésie. Rien que le livre en lui-même est déjà un spectacle. Aucun problème. Donc, le bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain, est de retour. Il n'a qu'une envie, accéder à la noblesse. Et on rigole, mais là, on est ému avec le dessin aussi. Roulement de tambour, suspense. Oui. Okusai, John Lennon, Molière. 3 superbes ouvrages. Merci beaucoup, Célie, pour nous avoir fait partager ces coups de cœur pour les enfants et les ados. La quotidienne, c'est fini aujourd'hui. Merci également à toute l'équipe. Colline Hamel au maquillage, à la préparation de l'émission, Marine Plantec, assistée en régie
réalisé par Dylan Coller. Et Louise Merlin au son, Mani Pezeshka à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.